Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien pourquoi je mets la mosaïque sur mes diapos. Pour Isabelle, si vous voyez cet édifice qui a été construit en 1514, vous voyez qu'il est bordé de mosaïques. Donc si parfois vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire que la mosaïque, ça leur appartient, donc c'est faux, ça, c'est purement algérien. Donc moi, on m'a demandé de vous parler d'immunothérapie dans une évocation gastrique. Et entre Eric et Isabelle, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de les refaire à ma manière. Ça va passer. J'espère que le compte à rebours. Ah, c'est ça. Donc j'espère que le compte à rebours n'a pas encore commencé. Donc vous voyez, on a des chiffres d'incidence qui sont donnés par le Réseau national des registres de cancer. Je crois que nous sommes les rares pays où tout le pays est couvert par le registre, des registres, et que malheureusement, pour l'année 2019, il y a eu un taux de couverture qui est de 85%. Cela a eu lieu pour 2020, quand on a voulu récolter nos résultats. Le monde entier était sous mode Covid, donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu des résultats plus pertinents que cela. Mais si vous voyez déjà que le cancer de l'estomac fait partie des 5 premiers avec les cancers colorectaux, donc c'est le deuxième cancer digestif en Algérie, et justement cela porte plus d'attention à cette localisation et aussi au cancer du pancréas qui connaissent dans notre pays une évolution fulgurante, puisque je me rappelle quand j'ai commencé mon oncologie en 2019, l'incidence des cancers de l'estomac était de 2,3 pour 100 000 habitants. Donc vous voyez que quand même il y a eu une évolution dans ces indications. Quand on voit le registre d'Alger, sur le registre d'Alger, même chose, vous avez les cancers de l'estomac qui apparaissent aussi bien chez l'homme que chez la femme, dans des chiffres qui sont à prendre au sérieux. La cartographie mondiale, il y a une similitude entre les incidences et les mortalités, aussi bien dans la disposition que dans les pays aussi. Quand on regarde les traitements, vous voyez que moi je suis arrivé juste après le best supportive care, quand on utilisait la dextrose en monothérapie dans les cancers gastriques, où la médiane de survie ne dépassait pas les 7 mois. Et donc actuellement, nous avons des médianes de survie qui peuvent atteindre les 17 mois. L'immunothérapie est venue donner des résultats qu'on pense probants par rapport aux toutes les autres thérapies ciblées qui ont été utilisées dans les cancers gastriques. Et comme vous savez, seul le trastuzumab et le ramucirumab, trastuzumab en première ligne et le ramucirumab en deuxième ligne, ont donné une efficacité importante. Sinon, tout le reste a été un échec, le bevacizumab, le cetuximab et toutes les autres thérapies. Et quand vous regardez cette cartographie, ça vous rappelle un petit peu la cartographie du cancer du côlon interruptant. Vous voyez que les statuts MSI high et les patients qui ont un UBV positif représentent uniquement 5% des cancers gastriques métastatiques, mais moins de 5%, mais c'est généralement des formes qui sont très agressives. Bien sûr, en immunothérapie, pour le score de l'immunothérapie, soit on utilise le TPS, soit le CPS. Quand on dit TPS, c'est qu'on prend en plus les cellules qui diamètre positif, c'est les cellules tumorales. Quand on voit qu'on prend le CPS, c'est les cellules tumorales, plus les macrophages et les lymphocytes. Par rapport sur le rapport sur les cellules tumorales, donc sur les cellules viables tumorales, que multiplient 100. Par contre, dans les cancers gastriques, c'est les CPS qui ont plus de valeur à évaluer les survies, et les survies sont et les réponses objectives dans la population des cancers gastriques. Ce qu'il faut savoir, quand vous voyez cette diapositive, c'est que le maximum d'attention et de traitement doit être surtout en première ligne, parce que c'est là où vous allez avoir 90% de la population, des médianes de survie qui atteignent presque les 10 mois. Par contre, chaque fois qu'on va évoluer dans les lignes, on va avoir
moins de personnes à prendre en charge, et surtout des médianes de réponse et des médianes de survie qui sont pas intéressants. Donc le maximum à faire, c'est de donner le bon traitement aux bons patients en première ligne. Sur cette carte, vous voyez les études positives, les études négatives, les études équivoques avec différentes couleurs, et on va voir tout de suite. Pour ce qui est du traitement de première ligne, HR2 négatif. Donc première étude, c'est la TFP 649, c'est des patients non traités dans les ECAM, localement évolué métastatique, qui ont un adénocarcinome œsophagien ou gastrique. Le statut HR2 n'a pas été pris en compte, KMPS 0,1, ensuite soit du nivolumab, soit de la chimiothérapie, soit de chimiothérapie plus nivolumab, soit de la chimiothérapie, soit du nivolumab plus ipilimumab. Les analyses de surgroupe, c'est l'expression du PD-L1, supérieur ou égal à 1%, inférieur à 1%, les régions Asie, USA, Canada ou reste du monde, l'indice de performance PS01, la chimiothérapie et Xerox ou Folfox. Les objectifs primaires étaient la survie globale et la PFS. Les objectifs secondaires, c'est la survie globale selon le sous-groupe et la PFS selon le sous-groupe et la réponse objective et l'écosystème de la qualité. Donc, quand on regarde la caractéristique de l'étude, vous voyez qu'il y a une répartition égale entre l'âge, l'origine géographique, l'indice de performance et localisation œsogastrique. On a montré tout à l'heure, Isabelle, les cancers de l'estomac étaient plus fréquents, il y avait 13% de cancers de l'œsophage. Les cellules en bagage latent qui ont combiné des populations qui a une mauvais pronostic en termes de réponse, et la présence de l'action de métastase hépatique, le statut PD-L1 supérieur au égal à 1%, le statut MSI et la chimiothérapie, Xerox ou Folfox. Donc les résultats en termes de survie globale, après une follow-up de 36 mois, vous voyez qu'il y avait un bénéfice en termes de survie globale, aussi bien pour la population randomisée que pour la population qui a un CPS supérieur à 5, avec une médiane de survie de 14,4 mois pour la population chimiothérapie plus nivolumab versus chimiothérapie, avec un intervention des 0,70, une réduction de risque de mortalité chez 3% de la population. Quand vous voyez aussi le PD-L1, la PFS, il y avait un bénéfice en termes de PFS sur la population qui avait un CPS supérieur à 5%, et aussi bien un bénéfice en PFS sur la population randomisée, plus la ratio était de 0,79%. Quand on regarde les analyses en sous-groupe, vous voyez que déjà pour les statuts MSI, les patients qui ont été traités par ce protocole avaient un bénéfice en termes de survie globale, puisque le MSI était, chez les patients qui avaient un MSI high, était plus fréquent. Et quand on regarde les patients PD-L1 positifs CPS supérieur ou égal à 10 ou inférieur à 10, vous voyez qu'il y avait un bénéfice chez ces populations. Quand on regarde, on s'intéresse beaucoup plus sur la survie globale et la réponse objective, qui avait un bénéfice en fonction du PFL, du CPS, chez les populations qui avaient un CPS supérieur ou égal à 1, un CPS supérieur ou égal à 5%, et un CPS supérieur ou égal à 10%. Quand on regarde toujours les médias de survie chez la population MSI high versus MSI stable, vous voyez qu'il y avait un bénéfice qui était énorme chez la population qui était avec un MSI high. Quand je vois ça, cette courbe, ça me rappelle la courbe du trastuzumab en situation adjuvante dans les cancers du sein. Donc vous voyez qu'il y a le bénéfice avec une médiane de survie qui est quand même de 38,7 mois dans cette population MSI high et de 13,8 mois pour la population MSS qui ressemble à la population randomisée qu'on avait vu tout à l'heure. Quand on regarde maintenant toujours cette population, donc population meilleur bénéfice sur la population MSI high. En termes de survie globale, population MSI high par rapport à la population, vous voyez que pour la population MSS, il y avait aussi un bénéfice par rapport à la population randomisée. Quand on regarde les résultats en termes de PFS2, c'est la PFS qui a été calculée depuis la randomisation jusqu'à la deuxième progression. Vous voyez qu'en première ligne, les patients ont reçu des nivolumab ou chimiothérapie, tous les traitements des anticancers qu'on a utilisés, les thérapies ciblées et les immunothérapies, aussi bien dans la population PD-L1 supérieure à 5% que dans la population randomisée. Donc vous voyez qu'il y avait un bénéfice
toujours c'est la population qui avait un CPS supérieur à 5% par rapport à un bénéfice dans la population mobilisée, puisqu'on encore une fois la ZADRH de 0,78 pour la population mobilisée, il est de 0,67 pour la population qui avait un PDA- supérieur ou égal à 5%. En termes de durée de réponse, toujours, vous voyez qu'il y avait un bénéfice en termes de durée de réponse dans la population qui avait un CPS supérieur ou égal à 5% et dans la population mobilisée. En termes d'effets secondaires, c'est pas l'immunothérapie quand elle a commencé, tout le monde disait attention, les effets secondaires, etc. C'est vrai qu'il faut les connaître, c'est vrai qu'il faut les rechercher, c'est vrai qu'il faut les prendre en charge. Vous voyez les décès, la population des décès dus au traitement par nivolumab plus chimiothérapie est de 2%, moins 1% pour le bras chimiothérapie. Les interruptions de traitement pour effets secondaires étaient, pour les toxicités 3 et 4, étaient de 19% dans la population qui avait reçu le nivolumab plus chimiothérapie et de 10% dans la population qui a reçu chimiothérapie. Donc, en termes d'indication du nivolumab, vous voyez au niveau pour l'USA et l'FDA, il y a une indication en première ligne, donc c'est la différence entre recommandation et indication. En Europe, c'est pour les CPS supérieurs à 5%. Au Japon, c'est pour tous les CPS. Les recommandations du guideline pour le NCCN, c'est pour les CPS supérieurs ou égal à 5, aussi bien pour les SPON que pour les Japonais. Par contre, pour les patients qui avaient un CPS inférieur à 5, il faut que ce soit des patients sélectionnés. Et est-ce qu'on va les traiter par chimio ou chimiothérapie plus nivolumab? Donc, beaucoup de questions à se poser quand même. Quand on regarde la clé, c'est le pembrolizumab versus chimiothérapie. Vous voyez qu'au départ, il y avait un croisement des lignes et que les patients qui ont été traités dès le départ, le bénéfice du pembro était moindre que la chimiothérapie. L'efficacité, quand même, l'efficacité reste similaire. C'est peut-être pour la non-tolérance. Et la question, comment reconnaître les patients qui vont progresser précocement, d'où il faut sélectionner les patients. Vous voyez en termes de survie survie globale, les chiffres sont super comptables. Même chose dans cette tranche pour les CPS supérieurs à 1% que pour les CPS à 10%. Donc c'est beaucoup plus pour les patients sélectionnés. Et donc vous voyez, plus le CPS est important, plus il y a un bénéfice à l'utilisation de cette immunothérapie. Quand on regarde la survie globale dans la population pembrolizumab et chimiothérapie, donc vous voyez la ZADRH sur les à 0,78. Quand on s'intéresse à l'analyse de sous-groupe, vous voyez que pour les CPS qui étaient supérieurs à 1, le bénéfice était chaque fois qu'on augmente dans les CPS, chaque fois qu'il y a un bénéfice. Que pour les patients qui avaient un MSI high, les bénéfices sont plus importants. Par contre, quand on regarde le bras, les patients qui ont reçu chimiothérapie, Folfox ou Capox, les résultats sont pratiquement similaires. Donc, en gros, il y a un bénéfice en termes de survie globale, en termes de survie sans progression, en termes de taux de réponse objectif, de durée de réponse et de tolérance. Et quand on regarde les analyses de sous-groupe qui ont été montrées hier par Eric, vous voyez que les résultats sont plus intéressants pour les patients qui ont un CPS supérieur ou égal à 10%. Donc il y a un flou pour les patients qui ont un CPS entre 1 et 9. Quand on regarde les analyses du sous-groupe, ça s'explique, CPS supérieur à 1%, CPS supérieur à 10%. Donc chaque fois que le CPS est élevé, chaque fois le résultat est bénéfique. En termes de PFS, même chose, PFS qui est de 6,9, 5,9 mois avec un ZADRH à 0,78. Quand on regarde les analyses de sous-groupe, c'est toujours le même design. Et quand on regarde les CPS, on s'intéresse aux CPS. Les CPS supérieurs à 10 sont les CPS, sont les patients qui tirent un grand bénéfice. En termes de réponse objective et de durée de réponse, vous voyez que c'est la même chose. En termes de toxicité, il y a quand même 7,9% de toxicité grade 3 à 5 et 0,1% de décès toxiques. Donc les conclusions. Donc pour les patients qui ont un MSI high, il y a un bénéfice. Pour les PDA-1 supérieur à 10%, il y a un bénéfice. Ce qui est recommandé donc, pour cette indication, pour le pembrolizumab, c'est qu'il y a un bénéfice, surtout pour les patients qui ont un CPS supérieur à 10 et pour les MSI high. Et les borderline, ce sont les patients qui ont un CPS entre 1 et 9.
mais ça reste à vérifier. L'étude attraction 4, qui est nivolumab versus chimiothérapie, donc c'est une étude où vous avez montré un bénéfice asiatique, bénéfice d'utilisation de nivolumab avec un bénéfice en PFS. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, l'objectif primaire était de la PFS, il n'y avait pas de bénéfice en survie globale. Bénéfice en réponse objective, vous voyez les réponses objectives, et aussi la durée de réponse qui est de 13,77 mois. Pour ce qui est de l'avelumab, en première ligne, en maintenance, après c'est une maintenance, les résultats sont pas de bénéfice en termes de survie globale. Pour ce qui est du traitement en première ligne pour les HA2 positifs, donc l'étude de Keynote 811 qui a montré, qui a étudié l'utilisation du prépolizumab plus trastuzumab versus placebo trastuzumab. Dans cette étude, les résultats en termes de réponse qui sont en faveur du pembro plus trastuz plus chimiothérapie. En termes de réponse objective, vous voyez qu'il y a un bénéfice en termes de réponse objective. Par contre, on n'a pas encore de résultats de survie. En première ligne, ce que l'ESPO recommande, c'est pour les patients HA2 négatifs, c'est la fonction du pembrolizumab, du nivolumab est indiqué. Pour ce qui est des patients HA2 positifs, le trastuzumab est indiqué. Il faut considérer à chaque fois discuter les patients d'RCP pour une éventuelle chirurgie. Sinon, s'il vous plaît. Pour ce qui est des recommandations de la SCCN, vous voyez que le nivolumab a son indication en première ligne métastatique pour les patients qui sont HA2 négatifs. Le traitement de deuxième ligne, rapidement, toujours même chose, paclitaxel plus pembrolizumab versus paclitaxel, c'est des résultats en termes de survie globale. Donc il y a un bénéfice pour les patients, donc pas de bénéfice pour les patients supérieurs ou égal à 1. Par contre, pour les patients supérieurs ou égal à 10, ça se discute. Pour ce qui est de la PFS, même chose, il n'y a pas d'indication pour les patients qui ont un CPS supérieur ou égal à 1, ça se discute pour les patients qui ont un CPS supérieur ou égal à 10. Et en termes de réponse, vous voyez que c'est bénéfique chaque fois que le CPS est élevé. Donc c'est des recommandations d'utilisation de l'immunothérapie en deuxième ligne, c'est uniquement pour les patients qui ont un MSI high. Pour les patients en troisième ligne, on a toujours le pembrolizumab avec un bénéfice en termes de réponse objective, en durée de réponse. L'avelumab, c'est une étude qui est négative, et toujours pas de bénéfice en survie globale, en survie sous compression. Et pour ce qui est du nivolumab, en troisième ligne et plus, il y a un bénéfice en termes de bénéfice, en termes de survie globale. Donc retenez que le nivolumab a son indication en première ligne pour les patients HA2 négatifs. Il a aussi une indication chez les patients en troisième ligne. Et je vous remercie.